Bonjour à toutes et tous. Je suis donc la directrice du PUCA, Hélène Pesquine, le plan urbanisme, construction, architecture, que vous connaissez, je crois, pour la plupart d'entre vous, au moins pour son programme sur la numérisation de la construction. Rapidement, le PUCA, donc c'est un service interministériel qui est rattaché pour sa plus proche tutelle au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires aujourd'hui, mais qui a des missions qui vont bien au-delà de ce strict périmètre ministériel. Et en fait, on est au service de l'ensemble des directions d'administration centrale qui ont besoin de faire de l'expérimentation ou de la recherche dans les domaines qui sont les nôtres. Notamment le ministère de la Culture en charge de l'architecture, mais aussi plus récemment sur la prévention de risques ou la construction spécifique en Outre-mer avec des directions qui pourraient paraître plus éloignées de nos missions historiques, ou sur l'énergie, d'ailleurs on en parlera certainement dans cet après-midi. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc ce programme BIM du PUCA, initié en 2014 par Pascal, qui en fait faisait suite depuis déjà plusieurs années, voire décennies, à des programmes autour de l'innovation liée au numérique et à l'informatisation dans le domaine de la construction. Et on a choisi aujourd'hui de vous présenter à la fois les enseignements... bonjour. Les enseignements de ce programme BIM auquel vous avez pour un certain nombre d'entre vous contribué et qui vont être un peu présentés cet après-midi, et puis l'ouverture de ce nouveau cycle autour de l'élargissement de la modélisation numérique au quartier et au territoire avec donc cet élargissement BIM Sim Team dont nous allons parler cet après-midi. Alors la modélisation du bâtiment telle que nous on l'a envisagée au travers de ce programme, elle s'est évidemment articulée avec un certain nombre de plans ministériels. Vous avez certainement entendu parler, le plan BIM 2022 étant le plus récent, mais maintenant qu'on est en 2022, j'imagine qu'il va changer de nom. En tout cas, avec notre administration qui d'ailleurs est certainement présente dans la salle comme partenaire principal, mais aussi tout un monde évidemment de professionnels de la construction, de maîtrise d'ouvrages diverses et de maîtrise d'œuvres. Et peut-être une des particularités du PUCA, c'est donc le A de architecture, c'est qu'on a aussi historiquement fait le lien entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, et pas seulement entre la maîtrise d'ouvrage et les entreprises, qu'elles soient fournisseuses de services ou dans le projet lui-même de construction ou d'entretien. Et c'est ce qu'on va essayer de continuer à faire dans ce nouveau programme, avec l'élargissement donc à de nouveaux opérateurs qui sont plutôt des opérateurs urbains et pas seulement des concepteurs de bâtiments ou des bureaux d'études spécialisés dans le bâtiment. Et c'est l'ambition de ce programme BIM Sim Team. L'autre enjeu, évidemment, il est de mobiliser ces outils numériques au service des grands enjeux qui sont ceux de la construction et de l'urbanisme. Et donc, ces temps-ci, on les voit apparaître d'autant plus crûment. Alors, il y a les enjeux sociaux, et je pense que dans le programme BIM, on a vu assez vite, puisque la plupart des maîtres d'ouvrage avec lesquels on a travaillé étaient des bailleurs sociaux, à quel point l'optimisation offerte par le BIM dans la gestion, mais même dans la conception, pouvait avoir des effets favorables sur les prix, notamment les loyers, la solvabilité des ménages. Donc on est clairement dans un enjeu à dimension sociale. Évidemment, avec les prix de l'énergie qui augmentent, ça reste aussi une ambition du programme que encore une fois, de rendre plus efficaces les dispositifs et l'interopérabilité entre les systèmes pour que ces économies soient réalisées réellement et en tout cas puissent être gérées dans la vie du bâtiment et du quartier. Des enjeux économiques, évidemment, et historiquement, les programmes d'expérimentation du PUCA étaient très liés à l'optimisation des modèles économiques. On a travaillé notamment en expérimentation sur la gestion des chantiers, par exemple, avec les grandes entreprises du BTP. On voit bien que l'optimisation coût est un des attendus du programme BIM historique et désormais du nouveau programme qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis, je vais insister là-dessus, les enjeux environnementaux. On est dans un moment où le développement du numérique nous permet de faire beaucoup, avec parfois un peu de solutionnisme technologique dont il faut aussi se méfier. Et donc, je pense que l'occasion nous est donnée, en pleine période politique autour d'un nouvel axe de sobriété, d'aller chercher des solutions qui sont à la fois des optimisations, qui ont les efficacités qu'on attend en termes économiques et financiers et aussi sociales, mais
qui peuvent être aussi pour demain des réponses à l'enjeu de la sobriété numérique, c'est-à-dire se limiter aux solutions qui nous sont réellement utiles et indispensables. On discutait à midi avec des bailleurs qui ont travaillé dans l'intégration du BIM, notamment en gestion, entretien, maintenance, et le choix des critères et des indicateurs qui sont utiles, réellement utiles, au travers des outils numériques, c'est un enjeu aussi pour éviter la surenchère finalement de la technologie qui, elle, n'a pas forcément d'utilité directe au service des usagers. Et ça, on attend aussi de ce programme BIM SimTeam qu'il aille un peu chercher cet enjeu-là et qu'il ne soit pas aveugle, disons, sur les enjeux d'impact environnemental du numérique en soi. Même si à l'échelle du programme ou du projet, il peut y avoir de l'optimisation, il faut aussi se poser la question des externalités en termes de serveurs, en termes de besoins de matières premières, etc., que génèrent ces solutions. Donc on en a fait quand même un petit point d'avertissement sur le programme, qu'on soit un peu vigilant à ça, l'époque le demande, et puis de toute façon, ça a un coût aussi, cette externalité du numérique, et il faut arriver à le prendre en considération. En termes de partenaires sur ce programme, vous savez que le logo du PUCA, le slogan, c'est « Rendre possible ». On a toujours été attentif à ce que l'ensemble des acteurs du projet ou du programme soient associés au développement de l'innovation. Sur le programme BIM, on l'a dit, c'était les maîtres d'ouvrage, notamment sociaux, les maîtres d'œuvre avec leurs bureaux d'études et les entreprises, jusqu'aux usagers quand on est en entretien-maintenance. On va élargir avec ce nouveau programme les parties prenantes à 2 nouveaux acteurs de l'urbain, les gestionnaires de réseaux urbains, avec lesquels jusqu'à présent on n'avait pas énormément d'interactions. On voit bien que la question de la modélisation au quartier va aller chercher tous les services urbains, les gestionnaires de réseaux, y compris jusqu'au maillage viaire et jusqu'à la desserte. Et puis, à une échelle plus territoriale, on va sans doute se mettre en relation avec d'autres gestionnaires du sol territorial qui ne sont pas que des acteurs de l'urbain, mais qui peuvent être aussi des acteurs du monde agricole ou du monde forestier. Et donc, ça nous intéresse aussi de voir comment s'élargit finalement ce cercle de parties prenantes, avec l'idée que tout le monde progresse ensemble, qu'on apprend de ce qu'on fait et qu'on peut se tromper d'ailleurs, c'est le principe de l'expérimentation. Mais l'idée, c'est qu'on puisse, à la fin d'un certain nombre de ces projets expérimentaux, pouvoir dire comment est-ce que les choses ont été susceptibles d'avancer et dans quelle direction. On espère pouvoir d'ailleurs, et c'est ce que Pascal nous présentera tout à l'heure en termes d'outils de suivi et d'évaluation, pouvoir très régulièrement faire un peu le bilan au fil de l'eau de ce qu'on apprend en marchant. Et je crois que c'est vraiment aussi un peu un élux du PUCA d'arriver sur la base d'un panel de projets un peu représentatifs de progresser, voilà, d'apprendre du terrain, du projet. On le dit souvent même pour les politiques publiques, on apprend des territoires, on aura autour de la table des collectivités, on a notamment les élus des villes, les élus du sport, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais en tout cas des villes qui sont mobilisées autour du sport, puisque ce sujet de la rénovation des équipements sportifs pour les collectivités locales et pour le ministère des Sports est devenu un enjeu particulièrement prégnant. Et on voit bien comment, avec les augmentations de prix de l'énergie, la question notamment des piscines, mais aussi des gymnases et de l'ensemble des équipements sportifs va devenir prégnante dans les mois et les années à venir. Et donc, voilà, utiliser l'expérience qu'on peut avoir déjà en BIM, notamment sur le bâtiment logement, pour essayer de développer de nouvelles expérimentations sur les bâtiments équipements. Ça, c'est un des enjeux du programme. Et puis, petit à petit, s'interroger sur l'inscription de ces différents bâtiments dans leur réseau et leur système de réseau et d'infrastructure, y compris peut-être, on interrogera ça au fil de l'eau, avec une relation nouvelle aux opérateurs de réseau, je le disais, dans une logique de sobriété d'usage qui n'est pas complètement évidente, disons, pour des opérateurs délégataires dont l'objectif est quand même de faire entrer des recettes et donc baisser la consommation en eau, en énergie d'un certain nombre d'utilisateurs quand on a un modèle d'affaires qui est plutôt là pour se ressourcer en consommateur, ça va être aussi une question. Je pense que petit à petit, on va les soulever, ces questions. Le principe de ces appels à projets du PUCA, c'est qu'ils sont très ouverts. On sait sur quoi on veut travailler, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, et petit à petit, un peu en recherche-action, on va le décrire et, je l'espère, faire progresser tout le monde en même temps. Mais on se laisse encore beaucoup de possibilités de découvrir au fil de l'eau
finalement ce que ça recouvre que cet élargissement de la modélisation numérique aux questions urbaines. Et donc j'espère que ce programme qui va vous être présenté dans quelques instants par Pascal Lemonnier, que je remercie quand même, pilier de ce programme BIM du PUCA, qui vous connaissez tous très bien. J'espère qu'il vous suscitera de l'adhésion. N'hésitez pas, on est suffisamment peu nombreux pour que vous puissiez réagir et participer. Il y aura des temps d'échange. N'hésitez pas surtout à donner votre avis, votre analyse de ce qui a déjà été produit. On va mettre en ligne un cahier des charges, en principe aujourd'hui. Néanmoins, tout est très ouvert à la discussion et je pense que voilà, on est entre gens qui sont courtois et qui sont capables de discuter. On espère pouvoir nous-mêmes enrichir la proposition qui vous est faite au cours de cet après-midi pour qu'elle soit tout à fait adaptée à vos différents besoins. Et donc, je vais passer tout de suite la parole à Pascal. Je vous rappelle simplement rapidement le programme, puisqu'on aura les témoignages de deux utilisateurs du programme BIM du PUCA pour commencer, Johan Simon, Fabien Garcia, et puis on passera à l'étape donc un peu plus prospective de l'élargissement du programme au CIM et au TIM, des outils d'évaluation et de suivi qui vous seront présentés, pour finir par une table ronde un peu autour de ces nouveaux enjeux et des besoins qui sont les vôtres en la matière. Pour ceux qui me connaissent bien, ça fait au moins 3 ans que je vous annonce le démarrage de BIM Sim Team. Sauf que comme vous le savez tous, ou presque tous, il s'est passé des problèmes de maladie graves, donc ça a retardé. Ça y est, c'est lancé, on lance aujourd'hui. Vous avez, pour ceux qui ont accès à Internet depuis leur téléphone ou leur tablette, vous avez sur le site du PUCA l'appel à proposition BIM Sim Team ainsi que l'appel à candidature des AMO, je vais en parler tout de suite, BIM Sim Team. Il va y avoir 3 séquences dans l'après-midi. Une première séquence est le bilan BIM, puisque ça fait quand même quelques années qu'on fait, donc il y a deux organismes ici présents qui vont vous présenter leurs actions qui sont toutes parmi les 92 effectuées remarquables, mais il fallait en prendre que 2, donc j'en ai pris 2, voilà. Je m'excuse d'entrée de jeu pour la date qui est très mauvaise, mais le ministère des Sports étant venu nous solliciter tardivement, il a fallu retarder le lancement du programme, et après il y a les problèmes des salles, donc je n'ai la salle qu'aujourd'hui, sinon c'était novembre, ça fait un peu tard. Donc je suis très désolé pour cette date vraiment incommode, mais on essaiera de se rattraper en faisant autrement. J'y reviendrai quand je présenterai l'appel d'offres en lui-même. Et là, je vais vous parler tout de suite, je vais surtout laisser la parole, dans un premier temps à Johan Simon, donc comme c'est marqué sur l'écran, référent BIM, qui est chargé de projet de maîtrise d'ouvrage chez Loire Habitat, et qui a fait une REX. Alors la REX, c'est, comme vous le savez, pour ceux qui ont connu le plan de construction et le PUCA, c'est l'acronyme Recherche Expérimentation. Donc ils ont fait une REX de gestion et de réhabilitation en BIM sous la férule donc, du PUCA. Et donc merci à Johan de présenter l'action qui, de mon point de vue, est complète. Et il a fait un peu la synthèse de tous les confrères, et donc vous avez vraiment une méthode très très complète. Bonjour à tous, donc je suis Johan Simon, je suis chargé de projet maîtrise d'ouvrage chez Loire Habitat et référent BIM également. Et donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était un peu le retour d'expérience de Loire Habitat et un peu la méthodologie qui a été mise en place pour pouvoir gérer ce projet de BIM gestion exploitation maintenance au sein de Loire Habitat. Donc il faut voir dans mon titre du maître d'ouvrage bailleur au locataire la maquette numérique, une nouvelle vision du patrimoine. Donc il faut voir que la maquette numérique, ce n'est pas simplement de la conception, mais ça peut être aussi de la gestion exploitation de maintenance, et ça peut avoir des applicatifs après pour nos locataires en tant que bailleur social. Donc rapidement le sommaire, donc on aura le contexte, les enjeux, les objectifs, la méthode et la conclusion. Je vais essayer d'être rapide. Donc pour présenter Loire Habitat, c'est le bailleur social du département de la Loire. On est présent sur 140 communes du département de la Loire, en 4 départements, donc la maîtrise d'ouvrage, le département clientèle, financier et le département ressources internes. Donc on voit qu'on a vraiment du patrimoine qui est vraiment sur la totalité du territoire ligérien.
Le contexte, donc avec la loi Elan, vous êtes tous au courant, les bailleurs sociaux de moins de 12 000 logements ont dû se rapprocher, soit fusionner, soit trouver d'autres systèmes. Donc nous, Loire Habitat, on s'est rapproché de l'OPAC du Rhône avec une SAC, la constitution d'une SAC, Société Anonyme de Coordination. Et donc on voit que pour constituer des choses aussi importantes que ça, des rassemblements de deux organismes qui fonctionnaient différemment, il faut trouver des points communs. Et on a le BIM qui apparaît en outil commun de fonctionnement. Donc on voit que le BIM devient un outil qui va être vraiment un outil de travail commun entre les deux offices qui va permettre de déployer des stratégies communes. Donc les enjeux. Nous, à la base, le constat qu'on a fait, c'est chez Loire Habitat, on n'avait pas d'outil de gestion de la donnée technique. Ensuite, en 2018, on a la loi finance qui est tombée et qui a réduit les financements un petit peu des offices. Ensuite, encore en 2018, on a eu la loi Elan qui a forcé des offices à se rapprocher. Et un autre enjeu pour du BIM, c'est Odyssée 2025, qui est le plan stratégique de déploiement de Loire Habitat, donc à 5 ans, donc de 2020 à 2025. Donc tous ces enjeux, on a un peu fait le ratio, les bilans, tout ce qu'il fallait. Et on s'est rendu compte que le BIM pouvait vraiment être un réel levier pour répondre à toutes ces contraintes qui nous ont un peu contraints justement dans nos fonctionnements, dans nos financements. Et pour regagner un peu de la rentabilité et des budgets, du financement, il a fallu optimiser tout ça. Donc le BIM était vraiment un moyen d'optimiser tout ça. C'est pour ça que Odyssée 2025 intègre une partie innovation au sein de Loire Habitat dans la stratégie où le BIM est totalement intégré. Donc le petit schéma du dessous, moi je l'aime bien parce qu'en fait on se rend compte que dans la durée de vie d'un bâtiment, l'exploitation représente 80% du coût total de la vie du bâtiment. Et c'est pour ça que Loire Habitat, on a décidé de partir sur une vision BIM, gestion, exploitation, maintenance, parce qu'on voit que la conception représente 5% du coût total de la vie du bâtiment. Et donc, nous, on s'est dit, on a déjà 12 000 logements, à peu près 12 000 logements chez Loire Habitat, et donc il faut optimiser tout ça. Donc, on est parti sur le BIM, gestion, exploitation, maintenance, et c'est pour ça que par le biais du PUCA, on a eu cette opportunité de pouvoir expérimenter, justement le BIM, gestion, exploitation, maintenance, qui nous a permis après de rebondir et d'aller sur un déploiement à l'échelle de la totalité de l'office. Donc juste pour vous montrer rapidement, la Odyssée 2025, c'est le plan stratégique de Loire Habitat à 5 ans. Et on voit qu'il y a une réflexion et un projet transformation numérique avec une réflexion sur 3 axes, qui est la gestion de la relation client, les métiers de la filière technique et du patrimoine, les métiers de la proximité. Et tout ça a une finalité, en fait, c'est d'accroître l'attractivité de l'offre de Loire Habitat en utilisant le levier du numérique et rapprocher le client de Loire Habitat, prendre le contrôle du patrimoine de données de Loire Habitat pour renforcer l'efficacité des services clientèle et du département de la maîtrise d'ouvrage. Et également, une finalité, c'est d'utiliser la norme ISO 16739, qui est le format IFC, en fait, et qui permet d'avoir une indépendance totale au logiciel avec le format IFC. Les objectifs. Donc très vite, en 2015, il y a eu le livre blanc qui avait permis à plusieurs bailleurs déjà de faire une rétrospective de tout ce qui se faisait et de pouvoir estimer les gains. Nous, par le biais de l'expérimentation du PUCA, on a pu identifier et expérimenter vraiment les gains réels que le BIM gestion, exploitation, maintenance pouvait apporter. Et donc on a constaté qu'en gain de productivité, on pouvait gagner 13 jours par an et par collaborateur qui utilise de la gestion, enfin de la donnée et de la maintenance. En commercialisation, ça nous permet de présenter les logements modélisés aux locataires, donc ça nous permet d'être beaucoup plus attractifs pour nos locataires. D'un point de vue réglementaire, ça nous permet aussi d'avoir un repérage sur nos maquettes et de pouvoir repérer les zones, donc que ce soit pour de l'amiante, du plomb, des choses comme ça. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces et de mieux comprendre notre patrimoine. On n'a pas une donnée figée sur un PDF, on a vraiment une donnée vivante sur une maquette. Ensuite, en prestation intellectuelle, on se rend compte que d'avoir le BIM nous permet d'extraire des données et des quantités, et ce qui nous permet d'économiser 20 € en moyenne par an et par logement
parce qu'on se rend compte que des maîtrises sont réalisées en moyenne une vingtaine de fois sur la durée de vie du bâtiment. Et donc ça nous évite de régénérer des coûts pour payer des prestations intellectuelles pour réaliser ces maîtrises-là, et nous, on peut les extraire automatiquement de la maquette numérique. Ensuite, on a des commandes de marché à bon de commande qui peuvent être réalisées directement depuis la maquette numérique, et donc de centraliser et de mieux gérer les quantités et les zones impactées par les travaux, et donc d'avoir une meilleure gestion financière et des coûts sur nos marchés à bon de commande. Et ensuite, le BIM nous permet également d'avoir une consolidation du plan pluriannuel d'entretien avec des durées de vie, des objets, des éléments qui sont présents dans les maquettes, et donc qui nous permettent de sortir des plans pluriannuels d'entretien et donc des budgets pour programmer tous les travaux, les différents travaux. Donc vous voyez le petit schéma en bas. En bleu, c'est le coût d'investissement de départ. En orange, c'est le retour sur investissement. Et on voit que le gain en 7 ans, globalement, on rentabilise la modélisation de tout le patrimoine en BIM, gestion, exploitation, maintenance. Donc pour déployer ça à l'échelle de Loire Habitat, comment on s'y est pris? On a commencé par une expérimentation. Donc l'expérimentation, grâce au PUCA, nous avons pu expérimenter. Pour la petite histoire, juste avant de lancer l'expérimentation, et juste avant que la loi finance passe en 2018, on allait lancer en fait une sorte de modélisation du patrimoine, mais avec un logiciel, donc une suite logicielle. Et la loi finance ayant tout stoppé, on a pu réfléchir à tout ça, et le PUCA était une réelle opportunité pour nous de rebondir sur une expérimentation qui nous a ouvert les yeux vraiment sur une nouvelle solution, et qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est en Open BIM et en Total IFC, contrairement à la suite logicielle sur laquelle on allait partir. Et le PUCA nous a vraiment permis, donc on voit qu'on a fait une demande au PUCA en 2019, en juin. L'accord du PUCA était très rapide, 17 juin. Et donc il y a eu un lauréat du PUCA qui est Beamer Service, qui nous a proposé d'expérimenter sur 200 logements le BIM gestion, exploitation, maintenance en Open BIM. Donc on voit que le marché a été signé et qu'ensuite on a pu lancer en juillet 2019 l'expérimentation. Il a fallu identifier par le biais du BIM métrique, qui est un très bon outil justement pour définir des cas d'usage propres au BIM, 7 cas d'usage. Donc nous on avait retenu la production des maquettes numériques, la production des livrables à partir de la maquette numérique, l'application et contrôle de classification quantificative à partir des maquettes numériques, des plans prévisionnels de maintenance, donc plans pluriannuels d'entretien comme on l'a mentionné tout à l'heure, la gestion des ouvrages et des équipements, et la gestion des espaces et de leur affectation. Donc voilà un peu le rendu de ce que nous a permis de faire l'expérimentation avec le PUCA et avec Beamer Service. Donc on voit qu'on a grâce à la maquette numérique, au format IFC, on a pu extraire toutes les données qu'on avait, tous les cas d'usage qu'on a mentionnés juste avant. Et on s'est rendu compte que la maquette numérique apportait une réelle réponse à tous ces besoins dont les maîtres d'ouvrage ont besoin au quotidien. Donc on voit l'extraction de plans, les maîtrises, les quantités. On a une fiche tout en haut d'identité du site où on a toutes les informations principales, le nombre de logements, les typologies, les énergies, les gaz à effet de serre, l'étiquette DPE. L'énergie du chauffage, toutes ces choses-là, donc rassemblées, c'est nous qui avons travaillé avec Beamer Service pour mettre tout ça au point. Donc cette expérimentation a permis de valider le déploiement à l'échelle de l'organisme en répondant justement par le biais d'applications réelles possibles aux différents métiers de Loire Habitat, d'avoir une projection réelle financière du déploiement sur la totalité du patrimoine, d'avoir un retour sur investissement attendu, donc on a pu confirmer tout ça, d'avoir des quantités, une quantification des ressources nécessaires donc, au sein de Loire Habitat pour pouvoir nous projeter sur le déploiement à l'échelle de l'organisme, projection sur la durée du déploiement et une indépendance à tout logiciel et propriétaire des données. Donc Loire Habitat reste propriétaire de ces données, on est en format IFC. Un point important, c'est la communication entre l'ERP de Loire Habitat, donc qui est Prem Habitat, qui est le logiciel central qui permet de gérer ce qui est un peu le noyau informatique de Loire Habitat, et la maquette numérique.
Donc ça, on a identifié 3 cas d'usage importants, qui est de pouvoir accéder aux données de notre logiciel, donc qui est Prem, depuis la maquette numérique, de mettre à jour des données de Prem depuis la maquette numérique et de permettre l'accès aux données de la maquette numérique depuis notre ERP. La stratégie de déploiement à l'échelle de Loire Habitat. Donc Loire Habitat, comme on l'a vu tout à l'heure sur le premier schéma, on a 4 territoires. Donc on s'est concentré sur 4 territoires avec un déploiement cohérent et un rythme de déploiement cohérent. Donc on est parti sur entre 300 et 350 logements modélisés par mois. Donc ça nous fait une modélisation du patrimoine. Donc pour les 12 000 logements, on est sur 3 ans de modélisation. Et donc on a décidé, nous, de partir sur faire une agence par agence pour pouvoir la mettre en service et après déployer au sein des autres agences et ainsi de suite. On ne fait pas la totalité du patrimoine de façon disparate, on fait vraiment agence par agence. Il a fallu également définir une équipe projet au sein de Loire Habitat, donc qui rassemble tous les intervenants, toutes les personnes qui sont susceptibles d'utiliser de la donnée technique et qui vont être ces liens dans les différents services pour justement permettre au BIM de bien se déployer. Donc l'implication de chacun est vraiment importante dans ces projets. C'est un projet stratégique d'entreprise. Si les gens n'adhèrent pas au projet, le projet ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre toutes les personnes qui vont utiliser de la donnée technique, qui vont pouvoir utiliser la maquette numérique dans la boucle pour qu'elles soient impliquées et que l'outil fonctionne parfaitement. Donc on voit que vraiment, on a les 4 départements de Loire Habitat, DFSI, DMO, DRI, clientèle, et que dans ces départements, tous les services finalement utilisent la maquette numérique. Donc on pourrait croire que c'est simplement le côté département maîtrise d'ouvrage dans la conception, la réalisation des réhabilitations, mais en fait non, chacun est impliqué dans la gestion de la maquette numérique et chacun peut utiliser la maquette numérique pour son travail quotidien. Un autre point indispensable, c'est la définition du référentiel. Pour bien définir sa demande, en fait, il faut définir ses besoins. Et donc, Loire Habitat a vraiment défini tous les besoins, la granulométrie. On a établi une granulométrie qu'on souhaitait avoir dans chacun de nos logements, sur chacun de nos sites. Et de là, on a vraiment bâti notre granulométrie et notre référentiel qui permet de référencer toutes les données qu'on veut retrouver dans la maquette numérique. C'est pour ça que Loire Habitat est parti, contrairement, et ce n'est pas un reproche du tout, mais on a 2 visions différentes. C'est que nous, on a souhaité partir sur la modélisation de notre patrimoine en totalité, en gestion, exploitation, maintenance, pour bien maîtriser notre demande et nos questionnements, nos besoins. Et une fois qu'on maîtrise tout ça, que tout notre patrimoine est modélisé, on peut commencer à déployer en conception, au niveau de la conception, parce qu'on pourra définir un vrai cahier des charges auprès de nos maîtrises d'œuvre pour qu'elles puissent nous établir une maquette numérique qui corresponde aux besoins de la gestion, exploitation, maintenance pour Loire Habitat. Donc les besoins pour la modélisation, ça c'est très terre à terre, mais n'empêche que c'est le début vraiment de la modélisation. Il faut pouvoir structurer toutes les archives de Loire Habitat, récupérer tous les anciens plans. Donc vous voyez les plans scannés en rose là, et ben, c'est souvent ce qu'on a, nous. Loire Habitat, c'est un bailleur social qui a été créé en 1914. Donc on a plus de 100 ans, donc on a des plans qui peuvent être très vieux. Et donc en fait, on arrive à partir de ces plans. Loire Habitat a investi dans un scanner. On a réorganisé toutes nos archives, on a sorti tous nos plans et on a lancé la numérisation de tous nos plans en interne pour pouvoir donner toutes ces données à notre prestataire qui, à partir de ça, peut lui modéliser le patrimoine avec les informations. Vous voyez le petit tableau en haut, donc vous voyez peut-être pas ce qu'il y a dessus, mais c'est les informations qui sont liées à notre ERP, donc Prem Habitat, avec la codification de chaque logement et des photos. Vous voyez en bas une photo qui représente un patrimoine, un site en particulier. Donc il faut donner toutes ces données d'entrée pour que notre prestataire qui a été retenu pour la modélisation du patrimoine puisse modéliser la totalité du patrimoine. Donc un rythme de modélisation, j'en ai parlé tout à l'heure, de 300 à 350 logements par mois. Donc ça veut dire que nous, bailleurs sociaux, il faut nous structurer pour préparer notre donnée d'entrée pour que le prestataire puisse toujours avoir assez de données d'entrée pour pouvoir ensuite déployer et maintenir le rythme de modélisation qui a été convenu lors du marché.
Et ensuite, on a une formation des équipes au sein de Loire Habitat. Donc, comme on voyait, on a le déploiement au sein la modélisation au sein des différents territoires. Et dans la partie basse, en gris foncé, on voit les formations des équipes avec les formations des différents territoires. Parce que chaque territoire doit être formé. On ne peut pas lancer des gens sur l'utilisation de la maquette numérique sans formation. Donc c'est pour ça qu'on associe également la fin d'un territoire en modélisation à une formation des équipes pour que ces personnes puissent utiliser l'outil et vraiment se l'approprier pour que le logiciel, là c'est pas un logiciel, pour que le BIM gestion exploitation maintenance fonctionne totalement. Et ensuite, on a une communication également en interne. Le BIM peut faire peur au commun des mortels, peut-être aux salariés qui ne connaissent pas du tout la maquette numérique. Et c'est pour ça qu'on a intégré aussi une communication bimestrielle dans les processus de communication interne de Loire Habitat déjà existants. Et donc, on communique avec les mots du BIM, les vocabulaires du BIM, la modélisation, ce qui a été fait chaque mois, enfin tous les 2 mois du coup, et l'évolution par rapport au parc total de Loire Habitat. Et en réhabilitation, donc on a fait 2 expérimentations également en réhabilitation. Une avec une maîtrise d'œuvre qui était novice, donc qui n'était pas mature en BIM. Une autre où l'équipe de maîtrise d'œuvre était très mature en BIM. On s'est rendu compte que finalement, c'était plus coûteux de partir sur ces solutions-là, parce qu'on paye des prestations complémentaires auprès de nos maîtrises d'œuvre. Et il faut les assister, les accompagner avec de la MOBIM, qui est encore plus coûteux pour le bailleur. Alors que si on fait une modélisation avec notre prestataire, avec les plans comme on les a régulièrement, et qu'on incrémente après avec nos DOE, on arrive à avoir quelque chose de très cohérent et qui est un petit peu moins coûteux pour le maître d'ouvrage, pour le bailleur. Donc le retour d'expérience, c'est qu'on peut faire des extractions des métrés directement depuis la maquette numérique, au réel, facilité d'accès aux informations techniques pour contribution du dossier, accès au plan des logements, maquette à jour en fin de chantier, un outil transversal d'accès à l'information et des prestations d'AMOBIM non indispensables finalement. On peut se débrouiller nous-mêmes si on fait bien les choses. En conclusion, les points de vigilance qu'il faut mettre vraiment en place, c'est vraiment se structurer pour collecter les données d'entrée et pouvoir les donner à notre prestataire. L'échange des données avec le progiciel du système d'information, donc nous qui est PREM, et la maquette numérique. Donc ça, c'est vraiment un gros point de vigilance et vraiment faire une réelle organisation interne pour pouvoir déployer ça de façon sereine et que ça ne soit pas un investissement en vain. Mais en tout cas, à la fin, on a quand même toutes nos maquettes qui nous appartiennent et qui sont au format IFC. Et voilà. Bonjour à tous. Donc Fabien Garcia, pardon, logé au Seine. Moi, je vais vous parler en fait d'un autre élément du BIM qui intervient à une autre approche que nous avons eue sur ce sujet. En fait, moi, je travaille actuellement pour Logéo-Seine. Logéo-Seine, c'est quoi? Logéo-Seine, c'est la fusion de 2 organismes qui sont Logéo-Seine Estuaire et Logicène. Et avant cette fusion, on a décidé, avec différents interlocuteurs politiques et publics, de travailler sur un programme futur de construction de 35 logements, de 2 studios et de locaux d'accueil pour une activité. Si, ça y est, c'est revenu. Et des locaux d'activité pour l'association, que je vais vous présenter juste après. Donc d'abord, le maître d'ouvrage, comme je le disais, c'est Logicène et Logéo-Seine qui se sont regroupés pour former Logéo-Seine, qui est en fait un acteur majeur de l'axe Seine. Donc du Havre, Rouen, Paris, nous développons notre activité autour de cet axe fort. Aujourd'hui, Logéo-Seine, c'est 400 collaborateurs et 24 500 logements. En gros. Et un fort développement sur les 3 secteurs. Donc sur le Havre, on développe quelque chose comme 400 et quelques logements. Rouen, idem. Et dans le Mantois, on est en fort développement également. Donc, la genèse du programme que je vous propose, c'est en fait la ville, Rouen, qui a un délaissé de terrain dont ils ne savent pas quoi faire dans une zone urbaine prioritaire, en l'occurrence en marge d'une zone en rue.
Et pour cela, ils font appel à nous et une jeune association qui vient de se créer peu de temps avant, qui s'appelle BVGM, Bien Vivre et Vieillir à la Grand-Mare, qui est composée d'une centaine d'adhérents. Et autour de ça, on va essayer de monter un programme. Donc BVGM, dont j'ai parlé, c'est une centaine d'adhérents. Et l'idée de cette association, c'est l'investissement bénévole autour d'actions dans le quartier, de manière à favoriser l'interaction sociale. Dans ce programme, en fait, nous, on a fait un pari un peu fou à l'époque, c'est de faire du participatif, de partir sur du logement participatif. Vous allez voir, il y a beaucoup d'entrées possibles au sein de ce projet, de ce programme. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. Et sur les 4 saisons, c'est le nom du programme au final qui va s'appeler ainsi, l'association BVGM est venue nous voir en nous disant « Nous, on aimerait bien travailler avec vous et pourquoi pas créer des logements pour quelques membres de l'association qui seraient très investis. Et l'idée, c'est qu'on travaille ensemble pour faire nos logements. Donc avoir une vision différente, une approche différente du logement que nous, on pourrait avoir. Donc, quelque part, pour moi, bailleur, c'est me remettre en cause sur ma manière de construire. Et c'est vraiment ça, la genèse du travail que nous avons effectué. Sachant que ce programme, donc il y a 35 logements, mais ça serait trop simple de faire que du locatif, on va faire également de l'accession sociale. Donc pour le coup, vous avez 29 logements qui sont locatifs purs, 9 logements en accession et des logements aussi qui sont locatifs, mais qui sont gérés par l'association. Je vais vous en parler après. C'est un ensemble de projets qui a été également certifié et qui a eu des victoires. Peut-être que quelques-uns connaissent ce concours. C'est S'engager pour les quartiers. C'est un prix qui est décerné par l'Assemblée nationale dans différentes catégories. Et le projet a été nominé 2 fois et a obtenu 2 fois les deux prix bien distincts, qui est Habiter mieux, vivre ensemble. Et surtout, il y a eu la victoire du grand jury qui a décerné un prix et on a reversé l'intégralité des fonds à l'association pour lui permettre de se développer et de continuer ses actions sociales. Nous avons également fait une certification HS2, l'objectif étant de maintenir notre population d'habitants qui est vieillissante dans le domicile. Pour cela, le HS2 nous a permis d'être pragmatiques, d'avoir une approche très rigoureuse de tous les besoins que peuvent avoir ces personnes. Et enfin, le travail a été aussi d'intégrer le BIM à un moment donné dans ce projet. Et donc, on a fait appel au PUCA parce qu'on a un long passif ensemble sur d'autres programmes, d'autres histoires. Si vous avez envie d'en parler, je serai là tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Donc, l'équipe, rapidement, logée au Seine. Mais il y a derrière nous, il y a aussi des maîtres d'œuvre qui sont B112. Il y a une entreprise générale dont quelques représentants sont ici aujourd'hui, Bouygues Bâtiment Grand Ouest, qui nous ont accompagnés fortement. Un bureau d'études, Économie 80, et puis voilà, quoi. L'expérimentation commence le 6 février 2019 par les demandes auprès du PUCA. Très rapidement, on a signé, comme vous pouvez le voir, la convention d'expérimentation une semaine après. Ça a été extrêmement rapide. Et puis, on a travaillé tout de suite après avec l'entreprise pour développer le programme. C'est un projet qui frôle les 5 millions d'euros hors taxes, qui est tout à fait correct. Donc il a fallu, bien entendu, avoir des objectifs que vous allez avoir ici. Donc rapidement, effectivement, c'est la production de maquettes numériques, faire de la revue de projet, production de livrables, évaluation des performances de l'ouvrage, simulation du déroulement du chantier. Ça, c'est plus pour l'entreprise. Ça lui a servi énormément dans le développement de la préparation.
prévention des conflits, conception de systèmes constructifs, etc., etc. Donc, bon, c'est un petit rappel, hein, mais rapidement, donc l'offre a été très rapidement tournée vers Bouygues Bâtiment Grand Ouest, puisque pour ce type de programme, on a un vrai savoir-faire avec leurs équipes, qui nous ont vraiment aidés et accompagnés. Donc l'idée, c'est les livrables de conception, c'est l'architecte qui les a produits. Livrable d'exécution, maquette, gros œuvre, électricité, etc. Évidemment, c'est plutôt l'entreprise qui les a fait. On a travaillé avec différents logiciels, Revitzo, pour la revue de projet. Donc ça nous a permis d'échanger notamment avec les membres de l'association. Des maquettes méthodes avec Revit, un plan de prévention et de contrôle avec Dalux et le suivi de chantier avec Dalux, et enfin les DOE et le BIM dont je parlerai à la fin, puisque dans la conclusion il y a une petite aparté qui arrive. Donc la modélisation du bâtiment, on l'intègre dans l'environnement et on commence à travailler de manière beaucoup plus intensive avec l'association. Pourquoi ? En fait, nous avons affaire à des amateurs, des gens qui n'ont pas la conception, qui n'arrivent pas à se projeter dans l'espace et dans l'environnement. Et cette maquette numérique nous a permis de mieux comprendre et de concevoir les espaces. Il y a une forte présence d'espaces communs dans ce bâtiment qui était voulu, mais les personnes n'arrivaient pas du tout à se projeter dans ces espaces. Ça nous a permis de travailler autour de ça. Ça nous a permis également de travailler sur la modélisation d'un logement, pour les futurs acquéreurs notamment. Nous avons réalisé une maquette numérique interactive, donc soit accessible via une plateforme web, soit via des téléphones qui nous permettaient de nous déplacer à l'intérieur même du logement. Là, vous avez en fait la synthèse du produit avant la construction. Ça nous a permis de tout caler et d'avoir un modèle numérique qui soit complètement compatible avec la phase travaux. Je m'amuse à dire qu'effectivement, c'était un énorme travail. On a énormément travaillé en amont, mais après, en phase chantier, c'était beaucoup plus intéressant pour nous, notamment pour les méthodes. Mais ça a été un élément fondamental. Tout ce travail a été énorme, et surtout en phase chantier, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et les membres de l'association qui ont suivi le chantier également, on avait accès à distance, grâce au logiciel, et on voyait où en était l'avancée de la construction du bâtiment. Entre le matin, quand on arrivait à notre poste, et le soir, on voyait monter les branches, les murs, les plateaux, etc., etc. C'était très intéressant. Donc, la petite partie complémentaire. L'avantage de ces logiciels, comme je le disais, ça nous permet de voir en 2 dimensions, en 3 dimensions, de faire du suivi complet, depuis le début jusqu'à la fin, et un traitement vraiment très automatisé de l'information. Ça nous a permis aussi de faire des suivis de chantier, de valider ce qui avait été fait par les équipes chantier, voire même d'invalider, de faire des propositions aussi complètement folles. On a des poutres inversées, soutenues différemment. On a vraiment inventé beaucoup de choses sur ce dossier. Et ce qui nous importe aujourd'hui, nous, en tant que bailleurs, c'est la suite donnée au programme, donc par l'intermédiaire des DOE numériques. Donc on a fait un gros travail avec l'équipe chantier pour savoir ce qu'on allait intégrer dans la maquette numérique. Parce qu'en fait, le chantier, il est neuf, donc on peut mettre le ferraillage, les fixations, les câbles électriques, les sections, etc., etc. Mais ça fait tellement d'informations que ce n'est pas intéressant pour nous. Il a fallu choisir les informations, donc on a essayé d'être rationnel. Qu'est-ce qui nous importait? Donc, effectivement, là on le voit sur l'image, ce qui m'importait, c'était d'avoir l'information sur le garde-corps. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il peut arriver qu'un vitrage casse, donc on a besoin d'avoir les références du produit. On a également mis peut-être les enduits, on a mis un ensemble de menuiseries, on a mis le sol, on a mis des choses comme ça. Donc on a essayé de rationaliser, de ne pas rentrer dans trop de détails pour être le plus efficient possible. Donc l'architecte, moi ce que je retire de son intervention, c'est que
BIM en tout cas là, ça a été un moyen pour eux de se réinventer, d'accepter la critique. Ça a été énormément de travail, parce que ce que je ne dis pas, c'est qu'il y a eu aussi énormément de travail en amont. Même si l'association date de 2016, le projet, la genèse du projet a été très, très lointaine. On a travaillé dessus en développement 5 ans. C'est aussi pour ça que je dis, c'est parfois... le BIM a été un accélérateur. Parce qu'à partir du moment où on a eu cette possibilité de travailler en 3 dimensions, de faire des présentations, notre public était beaucoup plus réceptif et validait beaucoup plus rapidement les choses. Et ça a été pour l'architecte une forme de soulagement que de passer à ce mode de développement. Monsieur Quevillon, qui nous a fait un travail de déploiement relativement important, synthétise les choses. Cette démarche BIM s'inscrit dans une politique d'assurance de qualité de l'entreprise. Tous les autocontrôles ont été faits en créant des éléments, des volumes, des documents spécifiques. Les OPR ont été faits sous Dalux, ce qui nous permettait une réactivité. On localisait tout de suite les éléments, ce qu'il fallait reprendre, ce qui n'allait pas, comme je l'ai déjà dit précédemment. Et tout ce travail a pu être fait parce qu'il a été fait et conçu depuis le début en BIM. On n'aurait pas pu intégrer ça en phase chantier, ça aurait été, ou même juste avant le chantier, ça aurait été trop compliqué. Pour ma part, j'ai une recommandation de 10 sur 10 parce que forcément mon travail a été simplifié. Mon travail a été... j'ai été au-delà de ce que je pouvais espérer de mon programme. Je dirais que ce qui est important, en fait, c'est que j'ai découvert plein de choses, plein d'activités, plein de gens, plein de nouvelles méthodes de concevoir, d'écouter, de créer. Et ce que c'est la phase d'après, donc c'est celle qui te rejoint si tu veux, c'est que à la fin, à la livraison de notre programme et donc des DOE, du programme, j'ai découvert donc la maquette DOE et ça m'a permis de développer en fait l'après de mon dossier. Parce qu'il n'est pas fini. C'est-à-dire que je remercie vraiment beaucoup le PUCA pour tout le travail qui a été fait jusque-là. Mais moi, mon travail, il ne s'arrête pas aujourd'hui. Il continue. Et j'adore ça. Je trouve ça génial. Et en fait, on l'utilise et on continue à l'utiliser. Pour tout vous dire, on finit l'opération et on lance les consultations de manière à mettre en place des marchés d'entretien du bâtiment. Et sans cette maquette, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mes collègues avaient du mal à comprendre le fonctionnement du bâtiment et quelles étaient les limites de prestation de chacun. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a quand même 150 mètres carrés, 160 mètres carrés qui sont dédiés à une association, qui n'a pas nécessairement les moyens financiers de gérer et d'entretenir cette partie du patrimoine. Mais nous, on va être là pour les aider et on va avoir une ligne très très précise de nos prestations sur ce programme d'entretien. Et pour aller plus loin, parce que ça ne s'arrête pas là, heureusement, on est en train de travailler, nous sommes vraiment aux prémices frémies, mais on est en train de travailler sur la suite. C'est-à-dire qu'en fait, pour rejoindre Loire Habitat, on a énormément de travail aujourd'hui, mais on va utiliser le support de cette maquette numérique, et on a commencé un travail avec Beamer Service, et on va essayer de continuer à développer ce travail par la mise en place d'IFC sur l'ensemble de notre patrimoine. Pourquoi pas? On commence avec celui-ci. On va essayer de convaincre nos encadrants, nos dirigeants, pour essayer d'avancer et de continuer à développer ça. Voilà. Merci beaucoup.